Reprise de l'audience. Veuillez vous asseoir. Alors, monsieur le commissaire, avant de commencer, j'ai révisé mes notes. Si on est capable d'allonger un peu notre journée vers 5 heures, 5h15, laisser du temps à mon collègue pour un contre-interrogatoire. Moi, je pourrais terminer un peu avant 5 heures, puis ça nous permettrait de clore avec le témoin aujourd'hui. Est-ce que ça va tout le monde? Les obligations familiales, des trains à prendre, ça va? Au niveau personnel, ça va bien? Constats spéciaux? OK, parfait, oui. Superbe. Donc, nous en étions... Je vais passer ça. Nous en étions donc au dialogue compétitif. Vous nous avez mentionné quelles alliances se sont qualifiées pour le dialogue compétitif. Nous avons par la suite donc l'étape G, qui est l'évaluation de la qualité des soumissions amendées. Pourriez-vous en quelques phrases nous expliquer quelle est la raison d'être de cette étape G? Suite au dialogue compétitif, on a signifié aux alliances leurs faiblesses et des demandes par rapport à ça. Évidemment, les deux alliances recevaient les nouvelles directives de façon comparable pour ne donner aucun avantage à qui que ce soit. Puis, donc, il faisait des nouvelles soumissions ou est-ce qu'il faisait des correctifs dedans. Donc, on refaisait un peu toute la démarche de les revérifier, de maintenant avec les correctifs, parce qu'on leur a pas dit textuellement ce qu'on voulait. On leur a dit l'orientation. Après, ils nous font des propositions. Donc, on est allé voir avec tout ça comment ils coteraient. Est-ce qu'on a des nouvelles ressources à interviewer pour voir s'ils font l'affaire? Donc, c'était ça, ce bout-là, qu'on refaisait la démarche, comité aviseur, comité de sélection. Donc, même les comités aviseurs vont refaire le travail pour les modifications qui sont apportées aux soumissions. Oui. Parfait. Et ça nous amène donc à l'étape H, qui est l'adjudication. C'est un peu plus complexe là, que de simplement adjuger le contrat, là, si je ne m'abuse. Tout à fait. Les enveloppes de prix ont été déposées à part. Ils avaient été mis sous scellé. OK? Donc, une fois qu'on avait la cote de qualité, je vais dire, des soumissions, maintenant, il fallait voir en fonction des coûts. Donc, la direction de la gestion contractuelle ouvrait ces enveloppes-là, vérifiait que c'était conforme. Après, comparait aussi l'enveloppe qui nous avait soumis à l'étape D par rapport à l'étape G, OK, pour voir si les amendements concordaient aussi avec les modifications qu'ils ont fait. OK, bien, pendant que vous êtes là, on va prendre un temps d'arrêt, là. Oui. Je comprends que lors de la soumission initiale des alliances, il y a une enveloppe de prix qui est déposée. Oui. Est-ce qu'elle est ouverte, cette enveloppe de prix? Non. Et là, vous dites que suite au dialogue compétitif à l'étape G, on a une soumission amendée qui est déposée avec une nouvelle enveloppe de prix? Oui. Et c'est à cette étape, l'étape H, que l'enveloppe de prix va être ouverte? Oui. Et là, vous dites pourquoi est-ce qu'on a deux enveloppes de prix, puis qu'est-ce qu'on vérifie exactement? Il y avait plusieurs règles là-dedans, plusieurs risques qu'on regardait au travers de ça. Entre autres, de voir si les tarifs avaient changé complètement parce que on se retrouvait, entre autres, avec une situation où est-ce que c'était le même éditeur pour les deux alliances. Je ne dis pas que c'est arrivé, là, je donne un exemple, OK? Je tiens à le préciser. Donc, si lui avait fait un choix de dire « je veux travailler avec A et non avec B », il avait juste à changer les prix, puis on aurait pu remarquer cette grande différence-là dans les enveloppes. Quand vous dites travailler avec A plutôt que B, on parle ici intégrateur. Intégrateur, parfait. Merci de me le faire préciser. Mais ça, en le permettant, il y avait toujours ce risque-là. Là. Oui. En permettant qu'on pouvait s'allier avec un autre intégrateur. Oui. Ça ne peut pas arriver avec un risque zéro. Non. Surtout quand tu en as juste deux. Tout à fait. Puis, en même temps, on voyait si les modifications qui avaient été faites concordaient pas mal avec... Finalement, si tout leur plan avait été refait suite à X informations ou autre, où on voyait que ça concordait avec les modifications qu'ils avaient emmenées dans leur soumission amendée. Okay. Donc, on veut vraiment vérifier que les modifications apportées à l'enveloppe de prix, il y a une corrélation finalement avec les modifications qui ont été apportées quant à la soumission suite au dialogue compétitif. Oui. Parfait.
Donc, cela était transmis à une petite équipe qui venait des finances, direction des ressources financières, qu'on gérait un peu comme un comité aviseur. Il y avait un secrétaire qui surveillait, il était isolé, on voulait être sûr. Vérificateur externe était présent pour vérifier que tout est fait dans les règles de l'art. Eux calculaient finalement ce qu'on appelait le coût total de propriété de toute cette solution-là, en actualisant les montants et autres selon la période du projet et autres. Je vous arrête ici encore un instant, puisque à la première semaine de la commission, on a eu une présentation de Maître Lépine qui nous a présenté le CT de 2015 où on faisait référence au CTA, le coût total d'acquisition. Là, ici, on fait référence au CTP, c'est-à-dire le coût total de propriété. On parle bien de la même chose ici? À ce que je sache, oui, mais Très bien. le CTA était dans le... D'après ce que je vois, ça serait la même chose. Parfait. Donc, je vous ai arrêté, je vous ai freiné dans votre élan. Là, vous étiez sur le calcul, justement, du CTP. C'est ça. Le CTP, le calcul était fait par cette équipe-là et ensuite était transmise au secrétaire du comité de sélection, OK, qui, eux, allaient présenter ça au comité de sélection, OK. Donc, à ce moment-là, le comité de sélection avait la note de qualité. Il recevait l'analyse financière, je veux dire. Puis à partir de là, il y avait une formule qui était prévue dans l'appel d'offres pour pondérer l'aspect financier en fonction de la qualité. Puis à partir de là, il était connu qui était l'heureux élu. Bien. Puis là, justement, il est question du facteur K là, dans le résumé. Ça, c'est la pondération auquel vous faites référence. C'est ça. Vous avez mentionné que vous étiez coordonnateur des comités aviseurs, ou en tout cas des secrétaires des comités aviseurs. Oui. Est-ce que c'est vous qui nommez les membres des comités aviseurs? Non, les membres des comités aviseurs, ça a été proposé par l'équipe de projet, mais à la fin, ils sont vraiment nommés, désignés par la présidente et le responsable de l'application des règles contractuelles, qui était Yves Frenette. Là, vous dites que c'est officiellement nommé par la présidente. On parle de Mme Nathalie Tremblay. Oui, ici. Nathalie Tremblay, oui. Mais c'est pas Mme Nathalie Tremblay qui sélectionne les 70. C'était une proposition qui venait du comité qui avait rédigé l'appel d'offres. Et rappelez-nous, ce comité-là relève de qui, ultimement? Carl Malenfant. Bon, on a déjà discuté donc de la composition des comités aviseurs. Corrigez-moi si je me trompe, mais on a parlé de 21 comités, environ 75 membres. C'est bien ça? Oui. Vous nous avez dit qu'un membre pouvait siéger sur plusieurs comités aviseurs. Et peut-être un aspect qu'on n'a pas clarifié, là, est-ce que les comités aviseurs ont tous le même nombre de membres? Non. Ça pouvait varier de 3 à peut-être 6 Membres. membres dans chaque comité. Puis certains comités avaient des membres qui se rajoutaient pour une particularité, un critère précis seulement, quand ça demandait une spécialité très pointue. Où est-ce qu'on retrouve, M. Vincent, que ce soit dans la loi, la réglementation, ça se trouve où, ça, les comités aviseurs? En tant que tel, pas à grand place. Dans le CT, il y en a une petite mention par rapport à ça. OK? Le CT de 2015? Oui, 2015. Est-ce qu'on peut y aller, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît, au CT 2015 qui a déjà été coté sous 14 P13? Pouvez-vous nous indiquer à quel endroit ça se trouve, M. Vincent? Je dirais à la page 3, dans la section E. Oui. Donc, si je ne m'abuse, ça serait au 3e paragraphe de la section E. Oui. Pouvez-vous nous dire à quoi vous faites référence là, quand vous dites que c'est prévu par le CT? Il est précisé que la sélection des alliances finalistes est basée sur la qualité seulement. Il se fait à partir d'une série de critères. Cette évaluation est faite par différents comités d'évaluation selon les domaines d'expertise et en respect des règles et principes des marchés publics. Aucune enveloppe de prix n'est ouverte à cette étape. Donc, c'est ici qu'on y fait mention à différents comités d'évaluation
Donc, il n'y avait pas de règles très claires par rapport à ça. On s'est beaucoup basé sur le fait de comment doit fonctionner un comité de sélection, même s'il n'avait pas du tout le même pouvoir que le comité de sélection. Et c'est ça que j'allais vous dire, là. Donc, toute cette structure des 21 comités aviseurs, sa seule existence, il la tire de cette phrase Oui, présente dans le CT qui établit la procédure particulière pour l'appel d'offres, si on veut, oui, qui est autorisée par le Conseil du Trésor. oui. Et là, vous dites, ben moi, en l'absence de balises, on a tenté d'appliquer le droit applicable au comité de sélection, au comité aviseur. Oui, parce qu'il fallait se donner des règles pour s'assurer de la conformité de tout ce processus-là. Bien, alors on vient d'établir, Monsieur Vincent, que c'est pas vous qui nommez les membres des comités aviseurs, Non. c'est plutôt la PCD, Madame Tremblay, sous recommandation de l'équipe de Monsieur Carl Malenfant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quant à la composition des comités aviseurs que vous allez coordonner relativement à Monsieur Malenfant? Bien, M. Malenfant a participé lui-même à un comité aviseur. D'accord. C'était, appelons ça un cas exceptionnel, c'est à cause que c'était pour choisir la ressource qui allait être son vis-à-vis du côté de l'Alliance. Donc, il fallait qu'on ait quelqu'un qui ait la stature, qui ait ce qu'il fallait. Puis, ben, on a décidé de mettre 2 vice-présidents sur ce comité-là. OK? Qui était là? Carl Malenfant, Oui. Céline Girard, et il y avait une 3e personne, Madeleine Chagnon. Mais l'entrevue a vraiment été faite par les 2 vice-présidents. D'accord. Donc, il y avait ça. Sur les comités, c'était plusieurs des personnes qui avaient aidé à rédiger l'appel d'offres, OK, de différents aspects. Mais dans plusieurs des comités clés, on retrouvait la garde rapprochée de Carl qu'on disait. Donc, ces externes qui avaient été recrutés, qui avaient fait divers projets précédents comme Hydro-Québec. Donc, ces personnes-là étaient placées un peu partout pour aider les comités aviseurs, comme il disait, en fonction de leur expérience. Donc, ça faisait quand même que ça leur donnait une vision pas mal complète de tout ce qui se faisait. Si vous voulez, on va regarder justement certaines personnes, là. Là, vous avez peut-être déjà donné la réponse à la question qui va suivre, mais je comprends donc que sur les comités aviseurs, Monsieur Vincent, il n'y a pas que des employés permanents de la société. Pas du tout. Il y avait les externes qui avaient été recrutés, entre autres, pour aider à rédiger l'appel d'offres et orienter le projet. Quand vous dites externe, là, puis on l'a établi tout à l'heure, là, vous parlez de consultants externes dont les services ont été retenus par appel d'offres. Tout à fait. Je vais faire une petite aparté. Madame la greffière adjointe, si vous pouviez, s'il vous plaît, exhiber la pièce 26 P86 à la page 188. Elle devrait être isolée dans votre dossier. Alors, M. Vincent, là, le but, c'est pas de vous prendre au dépourvu, mais c'est un document qui a été produit par la DVIEP en 2015, dont M. Lapierre a témoigné. On va simplement l'exhiber pour rappel. Très bien, merci.
Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est un document donc, qui émane de la DVIEP, Monsieur Vincent, et on voit plusieurs personnes ici, donc Monsieur Guénard, plutôt qu'on devrait lire Beauregard, Madame Savoie, Madame Chagnon, Monsieur Mercier, Messieurs Girard et Messieurs Kenville également. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble pour ces différentes personnes-là ce qui en est de leur nomination dans des comités aviseurs. Et on irait directement, s'il vous plaît, à une nouvelle pièce, c'est-à-dire la présentation. C'est une présentation PowerPoint qui s'intitule « Présentation sur l'évaluation et la sélection du processus d'appel d'offres ». J'étais à 31P 118, Mme Lagaffière. Exactement. Je m'excuse, Maître, pouvez-vous me donner le titre exact? En fait, ce qu'on voit là, sur la page numéro 1 du document, c'est AO pour appel d'offres-C, évaluation et sélection. Présentation, voilà ce qu'on a à l'écran. Une présentation, les informations en date du 25 avril 2016, mis à jour la même journée. Et donc, on va regarder ensemble, si vous voulez, on va feuilleter à l'écran peut-être les pages 6. Donc, on va regarder, on va feuilleter là, rapidement. On voit ici la page numéro 6, où on fait la liste de certains comités, en fait, la composition de certains comités aviseurs. On peut peut-être regarder tour à tour là, rapidement les pages 7, 8 et s'arrêter sur la page numéro 9. Donc, je comprends qu'il s'agit ici, là, on a regardé les 4 diapositives ensemble de la composition des comités aviseurs que vous coordonnez, M. Vincent. Oui. Si je recoupe donc les noms que l'on a vus sur la présentation de la DVIEP de 2015 et la composition des comités aviseurs, si je vous demande d'abord, Mme Louise Savoie, elle est bien présente sur des comités aviseurs? Oui. On regarde justement là, dans la première colonne, on voit Mme Savoie avec un astérisque. Ça veut dire quoi, ça? C'est elle qui était la porte-parole du groupe lors du comité d'intégration. Mme Chagnon, est-ce qu'elle est également membre d'un comité aviseur? Oui. De plus qu'un, si je ne m'abuse? Oui. M. Guénard? Au moins un. M. Beauregard? Oui. M. Girard? Oui. M. Kenville? Oui. J'aurais le goût d'ajouter, parce qu'avec M. Martin Lapierre, on a parlé également de la conjointe de M. Guénard, qui est Mme Foldès-Bus, qui va devenir VPTI. Est-ce qu'elle-même, qui provient d'Hydro-Québec, elle est membre d'un comité aviseur? Oui, plus qu'un. De plus qu'un. M. Malenfant lui-même, vous Oui. l'avez mentionné. Le seul qui n'apparaît pas, en fait, c'est M. Stéphane Mercier. N'était pas dans aucun comité aviseur. Est-ce qu'il va, puis on avait établi avec M. Lapierre qu'il va arriver un peu plus tard, M. Mercier, dans la chronologie, est-ce qu'il va avoir un rôle à jouer dans le processus d'appel d'offres à un certain moment? Dans le dialogue compétitif, il a été embarqué comme expert pour un aspect que là, je ne peux pas me prononcer sur quel aspect. Peut-être qu'on pourrait regarder un autre document, c'est-à-dire la liste des présences du comité aviseur étape E. Sous 31 puis 119. Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on a devant les yeux, en fait, Monsieur Vincent? C'est la feuille de présence que les secrétaires de comité font compléter au début du comité aviseur par les personnes présentes qui leur font signer comme quoi ils sont présents pour être sûr après de savoir qui était présent, a fait l'évaluation. Et donc, vous voyez comme moi, évidemment, on a caviardé les signatures, mais vous voyez comme moi le nom de M. Malenfant, Oui, le nom de Mme Chagnon. oui, Si on va à la page 5, par exemple, donc on voit encore le nom de M. Malenfant et Mme Chagnon. oui, À la page 9, on a vu le nom également de Mme Foldès-Busque. oui, À la page 15 pour terminer. Donc, on voit là certaines personnes dont on a fait mention tout à l'heure, Mme Couture, Mme Chagnon, M. Beauregard également. oui. Je vais revenir sur la pièce précédente, s'il vous plaît, Madame la greffière adjointe, donc 31P118. À la page 9. Bon. Si je recoupe maintenant les membres des comités aviseurs et les différentes étapes du processus d'appel d'offres, et je vous demande, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des membres des comités aviseurs qui étaient également impliqués en amont dans la phase définition des besoins et estimation des coûts? Oui. Est-ce que vous pouvez me nommer quelques exemples? Il y en a plusieurs, mais prenons Louise Savoie, Madeleine Chagnon, Jean-François Larouche, Manon Couture. Là, je ne vous parle pas de la rédaction des documents d'appel d'offres, mais bien de la définition des besoins et de l'estimation des coûts. Donc, avant la rédaction des documents d'appel d'offres. Votre réponse est peut-être la même. Là, je ne peux pas être sûr de tous ceux qui étaient dans l'étape A et B parce que j'y ai pas participé. Mais il y en a certains là-dedans que c'est sûr qui ont participé à l'étape A et B. Parfait. Donc, maintenant, si je vous pose la même question, mais pour la rédaction des documents d'appel d'offres. La rédaction, plusieurs des membres des comités aviseurs avaient participé à la rédaction de l'appel d'offres dans des sections quelconques. Est-ce que ça va créer un enjeu? Est-ce que ça va créer un problème lors des réunions des comités aviseurs? Oui, on a eu plusieurs rappels à l'ordre à faire sur le fait qu'on doit évaluer les soumissions en fonction de ce qui est écrit dans l'appel d'offres et non en fonction... Répétez? Oui, allez-y. OK. C'est ça, et non en fonction de ce qu'on voulait dire, puisque le fournisseur pouvait juste répondre en fonction de ce qu'on avait écrit. Donc, on a eu plusieurs rappels à faire en ce sens à différentes personnes qu'ils devaient prendre pour aussi comme véridique ce qui était là, à moins qu'il y avait des raisons valables de le soulever au secrétaire du comité. Donc, de ne pas tout le temps dire « Ouais, mais moi, je le connais d'une autre place, etc. » là. Donc, restons focusés. D'abord, vous, personnellement, est-ce que vous avez eu à intervenir auprès d'une personne en particulier, le cas échéant qui? Oui, j'ai dû intervenir auprès de certaines personnes, dont Madeleine Chagnon, par exemple, qui a... puis, il me semble Louise Savoie aussi, qui s'était échappé sur le fait dans d'autres projets et autres. Okay. Ou de ce qu'ils voulaient dire quand ils ont rédigé ça. Parce qu'on se rappelle que Mme Chagnon et Mme Savoie ont été retenues comme consultantes externes pour rédiger les documents d'appel d'offres. Oui. Et là, une fois en comité aviseur, là, je résume, là, mais elle disait, bien, c'était pas mon intention derrière cette clause-là. Ce que je voulais, c'est ça, vous comprenez pas, etc. Puis là, vous, personnellement, vous avez eu à intervenir auprès d'elle. Oui. Puis là, qu'est-ce que vous voulez dire par... C'est pas ce que le témoin a dit, là.
Ben, Je vais clarifier ce que j'ai clarifier, fait, là, comme j'ai si dit. vous permettez. Puis je veux juste faire une mise en garde tout de suite. C'est pas les questions qui font preuve, c'est ce que vous me dites. Oui. Parfait. Donc, si la formulation, c'est pas ce que vous avez dit, sentez-vous libre d'aller au fond de votre pensée. D'accord? Bien, donc, je vais aller jusqu'au fond de ma pensée sur le sujet. J'ai dû intervenir auprès de Madeleine Chagnon et Louis Savoie, si je me souviens bien, sur le fait que dans des comités, ils ont soulevé le fait de non, tu comprends pas, c'est pas ça exactement, on voulait dire ça, ou c'est ça l'idée, etc. Donc, des secrétaires de comité l'ont rappelé à plusieurs endroits, mais il y a des secrétaires qui m'ont demandé de faire une intervention particulière auprès de certains. Parce qu'ils l'avaient entendu. Parce qu'ils l'avaient entendu, puis que ça mettait aussi mal à l'aise les membres des comités aviseurs qui n'avaient pas participé à la rédaction de ce bout-là ou qui n'avaient pas participé à la rédaction de... Donc, eux se reculaient et ils disaient, ben là, finalement, je suis peut-être d'accord avec son pointage parce que c'est pas de même que je le comprenais moi. Normalement, dans un comité aviseur, oui, ça peut être normal que plusieurs membres lisent le même texte puis n'arrivent pas à la même conclusion. Bien, à un moment donné, le comité aviseur doit comme prendre une pause puis dire, ça, on veut dire quoi tout le monde pour qu'on évalue tout sur la même base parce qu'à la fin, le but, c'est d'avoir un consensus. Et là, donc, c'est très clair, merci. Mais vous avez fait mention également avant que je vous arrête, là, d'un autre aspect qui était de, puis là, corrigez-moi si je vous paraphrase mal, mais qu'on considérait des événements antérieurs ou des éléments externes. Oui. OK, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? De quoi il s'agit? Plusieurs ont parlé de leur connaissance de ces personnes-là. Par exemple, quand on évaluait les ressources externes, faisait mention beaucoup de ce qui avait été fait dans des projets antérieurs, exemple chez Hydro-Québec, OK, pour argumenter par rapport à ça. Donc, c'est... Puis de comme dire... on l'a vécu à Hydro-Québec, c'est ça la bonne solution. Bon, donc il y a plusieurs choses par rapport à ça qui ont été dites, mais malheureusement, il faut être capable d'évaluer en fonction de ce qui est là et non de ce que celui-là, je le connais, ce consultant externe-là, je pense que c'est pas la bonne personne pour ce rôle-là, ou etc. OK. Là, je vais vous demander de faire un pas de plus, d'être encore plus spécifique. Là, quand les personnes qui font référence à Hydro-Québec, c'est qui ces personnes-là à votre connaissance? C'est notamment les consultants externes qui ont été engagés pour la préparation de l'appel d'offres, qui sont des personnes qui ont participé à ces projets-là, entre autres avec Carl Malenfant, chez Hydro-Québec. Puis là, on parle de projets qui impliquent quel... SAP. Pardon? SAP. C'est un projet SAP. Des projets de l'éditeur SAP. L'éditeur SAP. Maintenant, est-ce qu'il y a des membres qui étaient sur les comités aviseurs, mais qui étaient également membres du comité de sélection? 2 seuls membres qui ont été pour l'aspect entrevue de personnes qui allaient fort probablement être leur vis-à-vis dans leur rôle. Donc, je peux nommer les membres des comités du comité de sélection? Oui. Donc, Jean-Marc Perrotte, Alain Dubé sont allés participer à des entrevues. Les membres du comité aviseur n'avaient pas été informés qu'ils étaient sur le comité de sélection, mais certains pouvaient s'en douter parce que c'était quand même des cadres notables à la SAAC qui, tout d'un coup, étaient absents pendant une très longue période pour se dédier à ça. Il y en a qui peuvent faire 1+1. Oui, mais justement, parlons de la confidentialité des membres. Là. Est-ce que les membres du comité de sélection connaissent l'identité des gens qui siègent sur les comités aviseurs? Totalement. La présentation qu'on a montrée tantôt avec la répartition des personnes selon les comités aviseurs et autres était une information qu'on leur a transmise et qu'on mettait à jour pour eux s'il y avait des changements dans les comités aviseurs. Donc ça, ils étaient mis au courant. Et inversement, non. En théorie, donc là, vous devancez ma question, mais donc, les membres des comités aviseurs ne sont pas supposés connaître l'identité des membres du comité de sélection. Des grands efforts ont été faits pour assurer la confidentialité de leur identité. Donc, malheureusement, c'est des employés de la société qui s'absentaient un certain temps
le monde pouvait faire 1+1, mais pour les membres externes, c'était le plus confidentiel possible. Et est-ce que, si je poursuis donc dans la même logique, est-ce qu'il y a des membres des comités aviseurs qui pouvaient être impliqués dans le dialogue compétitif? Oui. Comme qui, par exemple? Il y en a plusieurs qui ont participé, mais évidemment, ceux qui avaient été engagés pour nous aider à écrire cet appel d'offres-là et autres, évidemment, nous aider à faire cette étape-là, mais plusieurs, Jean-François Larouche, des personnes comme ça, ont participé parce que à la fin, il y a plusieurs piliers qui étaient dans des piliers, je veux dire, des personnes ressources avec une spécialité qui étaient présentes dans les comités aviseurs, puis on avait besoin de leur input parce que fallait pas arriver au dialogue compétitif à peu près. On allait parler des vraies choses face aux alliances, donc il fallait pouvoir s'entendre. Donc, plusieurs ont participé. Et puis là, vous parlez tout à l'heure des consultants, donc on parle toujours des consultants externes qu'on a nommés tout à l'heure. Oui. Et M. Malenfant, lui, qu'en est-il? Il semblait pas mal mener le dialogue compétitif, mais moi, j'étais à l'extérieur, je n'ai pas participé au dialogue compétitif, mais il avait été entendu que Carl Malenfant pouvait être le maître d'œuvre de ce dialogue compétitif-là. Est-ce qu'on retrouvait sur les comités aviseurs des cadres ou des directeurs de la Société d'assurance automobile? Oui. Est-ce que vous pourriez nous en nommer quelques-uns? Danny Shields, par exemple, Pierre Marois, Manon Couture. Si je vous propose Alain Dubé. Alain Dubé, oui. Et M. Perrotte également. Exactement. Que vous nous avez indiqué comme étant membre également là, du comité de sélection. Oui, Carl Malenfant. Carl Malenfant lui-même. Est-ce que, d'ailleurs, pour ce qui est de M. Dubé et M. Perrotte, je comprends que eux vont... Donc, ils sont au comité de sélection, ils sont dans les comités aviseurs. Est-ce qu'on les retrouve également dans les autres étapes? C'est-à-dire qu'est-ce qu'eux vont apparaître là, de façon transversale à toutes les étapes du processus? Au dialogue compétitif, non. Pas au dialogue compétitif. Le comité de sélection n'a pas été impliqué directement dans le dialogue compétitif. Ils ont fait des recommandations, ils ont fait des commentaires, mais on n'était pas pour mettre le comité de sélection directement en face des alliances. Mais pour les autres étapes avant, là, la définition des besoins, la rédaction de l'appel d'offres, etc. Ils ont participé, je ne dirais pas dans le fin détail de la rédaction, mais de l'orientation de cet appel d'offres-là, la définition des besoins, oui. Ils ont été consultés. Oui. Est-ce que, puis là, je vous posais la question pour ce qui est des cadres ou des directeurs de la société, est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur, donc le pas suivant à franchir, c'est est-ce qu'on peut trouver des liens hiérarchiques entre certaines personnes à l'intérieur même d'un comité aviseur? Je ne peux pas confirmer parce qu'il faudrait que je me remette exactement dans l'organigramme de l'époque, OK? Mais certains se retrouvaient dans des situations où est-ce qu'ils risquaient de se retrouver avec... Je donne un exemple, Pierre Marois, qui était directeur aux technologies de l'information, puis Jean-François Larouche, qui était un analyste expert. Je ne sais pas s'il relevait directement de Pierre Marois, mais c'était un peu dans la même boîte quand même. Est-ce que j'en ai d'autres? Si je vous amène, par exemple, je vais vous aider, là, si je vous amène à la page 6 de la présentation qui est toujours à l'écran. Oui. On va regarder ensemble, vous l'avez devant les yeux également, là, le bloc, le comité commercial. Donc, c'est là que j'arrivais. Denis Charland, Francine Lépiné. Denis Charland était directeur général des finances. Francine Lépiné était directrice aux finances aussi. Manon Couture était la directrice, disons, du projet dans ce volet-là, sous Carl Malenfant. Bien, c'est elle qui approuvait les feuilles de... Bien, peut-être pas approuvées, mais qui pouvait défendre les heures qui étaient faites par Louise Savoie ou Éric Beauregard, OK, qui étaient des consultants externes. Oui. OK? Ça donne des aspects comme ça. Donc, même si on a fait beaucoup d'appels au fait de rendu dans le comité, il n'y a plus de lien hiérarchique.
possiblement que certains aspects comme ça ont pu ressortir. Donc, à l'intérieur même du comité aviseur commercial, on a par exemple M. Charland, qui est le supérieur hiérarchique de Mme Lépiné, Oui, et Mme Couture, qui signe les factures ou les feuilles de temps de Mme Savoie ou de M. Beauregard. tout à fait. Et dans ce comité-là, même, je rajouterais et de Madeleine Chagnon. Vous avez raison. Monsieur Malenfant, donc, lui qui est également directeur, ou en tout cas Monsieur Malenfant est vice-président. vice-président, il est le supérieur hiérarchique de M. Alain Dubé, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, est-ce que, à votre connaissance, là, est-ce que M. Malenfant peut savoir que M. Dubé siège sur un comité aviseur? Il le sait. Un DG qui s'absente pendant aussi longtemps que ça, si le VP n'est pas au courant, il y a un problème. Justement, c'est peut-être une question que j'aurais dû vous poser en amont, là, mais quelle charge de travail ça représente, ça, être membre d'un comité aviseur? Ça paraît dans un agenda? Énormément. Quand les soumissions sont arrivées, quelques mois en ligne, il était enfermé avec ça. Une soumission, c'est quelques milliers de pages. Il y a 3 alliances. Il faut se faire une tête sur l'ensemble de l'œuvre. C'est pas juste un roman qu'on lit, puis que même si on a oublié des aspects, c'est pas important. En plus, on leur demande de commenter, évaluer plusieurs mois de travail. Et là, M. Alain Dubé, on l'a mentionné tout à l'heure, il siège non seulement sur un comité aviseur, mais il siège également sur le comité de sélection. Oui. Est-ce que M. Malenfant, toujours à votre connaissance, sait que M. Dubé siège sur le comité de sélection? Ben oui. M. Malenfant pouvait pas ne pas savoir que son DG s'absentait aussi longtemps, là. Donc, je suis sûr qu'il était totalement au courant. Puis pour ce qui était sur le comité aviseur, bien, cette présentation-là circulait partout, hein? Avez-vous été mis au fait, M. Vincent, d'un événement entourant justement le lien hiérarchique entre M. Malenfant et M. Dubé et la participation de M. Dubé au comité aviseur et au comité de sélection? J'ai entendu M. Dubé, à un moment donné, dire que Carl Malenfant essayait de savoir comment ça allait, puis ils vont-tu arriver, puis etc., de la part d'Alain, puis peut-être en savoir plus, mais tu sais, j'ai pas essayé d'aborder ça avec M. Dubé pour avoir le fin fond de l'histoire, mais on sentait, tout le monde sentait que Carl voulait que ça avance plus vite, puis il voulait préparer les prochaines étapes. Donc, ce commentaire-là nous laissait croire qu'il avait essayé, qu'il en avait parlé avec Alain, avec M. Dubé, excusez, pour essayer d'en savoir plus. OK. Et là, quand vous dites en savoir plus, est-ce que c'était uniquement sur l'échéancier ou c'était également de façon plus large? Bon, ça, c'était plus large, d'après ce que je comprenais de la discussion. Et vous, est-ce que M. Malenfant vous a accroché quant au déroulement du processus puis à la célérité des travaux? Oui, régulièrement, c'était mon rôle de s'occuper de la planification, la logistique, puis essayer d'optimiser tout ça. Et à ses yeux, bien, ça prenait beaucoup de temps. C'est vrai, ça prenait beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Donc souvent, j'ai été interpellé par lui pour ça. Souvent, il y a eu des demandes aussi de... On peut-tu avoir telle information pour se préparer au dialogue compétitif? On peut-tu avoir telle information pour aider la suite des choses? Donc, il y en a eu. Les comités aviseurs, là, brièvement, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle façon est-ce qu'on travaille, à quelle fréquence, à quel endroit? Seriez-vous capable de nous expliquer brièvement là, comment ça fonctionne, le travail d'un comité aviseur? C'est assez variable d'un comité aviseur sur la charge que ça représentait, mais en général, un comité aviseur, ils recevaient leur soumission, leur partie de soumission, avaient à la lire, préparer leur grille qui leur était envoyée par leur secrétaire de comité. Le secrétaire du comité les convoquait à une salle précise pour se présenter.
Rendu là, le secrétaire de comité faisait comme pour un comité de sélection, s'assurait que tout le monde déclare ses liens, ses conflits d'intérêts au besoin, rappelait les règles, puis après faisait l'évaluation, la mise en commun de leurs observations et autres pour arriver à un consensus point par critère en faisant le tour de tous les soumissionnaires. La raison est que si on a eu des débats pour bien définir ce critère-là, aussi bien de le finir au complet avant de revenir 3 heures plus tard puis se dire « ouais, mais c'est-tu comparable? » Donc, on descendait le plus possible critère par critère ou paquet de critères par paquet de critères. Plutôt que soumission par soumission. Oui. OK. Puis, à la fin... Vous avez parlé de consensus. Donc, les membres du comité aviseur veulent arriver à un consensus. Théoriquement, on doit arriver à un consensus. Pour les comités aviseurs, les secrétaires de comité, on leur a dit à un moment donné, bien, passez pas 6 jours à obtenir le consensus pour un comité qui a, mettons, 10 critères, là, assez simple. À la fin, s'il faut, vous allez trancher comme quoi, bien, il y en a 3 qui seraient liés à cette note-là, puis 2 à cette note-là. Vous allez le préciser parce que les comités aviseurs n'étaient pas décisionnels. Ils étaient là pour donner un avis, une lecture sur les forces, les faiblesses, qu'est-ce qu'ils remarquaient dans tout cela. Donc, c'était l'exception qu'on a faite. Ils transmettent les notes au comité de sélection? Les secrétaires de comité prenaient les grilles, incluant les notes et les commentaires pour les envoyer au comité de sélection. Mais le comité de sélection n'est pas lié par les notes? Pas du tout. Bon, c'est ce que j'avais compris, je voulais juste être sûr. Mais ils Parfait. notent. Oui, ils notent. Et on y va point par point. Parfait. Les comités aviseurs fonctionnaient comme un comité de sélection. C'est ça, c'est ce que j'avais La compris. seule chose, ils n'avaient pas Il n'est pas décisionnel. décision. On va peut-être regarder, puis je pense que ça va bien illustrer justement le travail, le produit fini du comité aviseur. Je vais vous demander, Madame la greffière adjointe, d'exhiber le document qui s'intitule « Grille comité aviseur annoté par Adrien Bédard ». Ça serait le numéro 10 dans votre dossier, à ne pas confondre avec le numéro 15, là, qui est la grille du comité de sélection. Sous 31, P 120. 120. Vous en avez une copie également papier, M. Vincent? Oui. Commençons par le commencement. Là. Monsieur Adrien Bédard, de qui s'agit-il? Il s'agit d'un membre externe du comité de sélection. C'est un dans les derniers membres qu'on a rajoutés au comité de sélection. Donc, quand vous dites externe, il provient de l'extérieur de la société. Il provient de l'extérieur de la société. Mais est-ce que c'est un contractuel comme... Non. C'est ça. Lui, oui, c'est un contractuel. On l'a payé quand même. Il n'a pas fait ça bénévolement. Mais il est venu que pour la partie comité de sélection. Il n'était pas là pour la rédaction, puis il n'était pas là pour la mise en œuvre. D'accord. C'est quoi? Puis on n'a pas besoin de plus spécifique, mais c'est un fonctionnaire de carrière? C'est un spécialiste? C'est quoi? C'est... Plusieurs des membres du comité de sélection, les externes du comité de sélection et des personnes qui ont travaillé dans la fonction publique, qui ont travaillé sur des projets TI, d'ampleur, puis proches à des choses comme ça. Ils ont été sélectionnés en ce sens. Parfait. Nous avons donc un document sous les yeux, peut-être, Madame la greffière adjointe, si on pouvait, vous l'avez vous également, là, Monsieur Vincent, mais on voit donc des annotations manuscrites CA en haut de la feuille, puis un peu plus bas, on voit des initiales. Si on descend un petit peu. Bon, les initiales ont été caviardées. Bien, donc, est-ce qu'on voit le filigrane un peu plus bas là, sur... on voit le filigrane au bas de la page, on voit le nom de M. Bédard en gris pâle là, au bas de la page. D'abord, est-ce que vous reconnaissez là, la forme de ce document? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce document-là? Tout à fait. C'était une grille d'évaluation pour les services professionnels. Dans ce cas-là, plus particulièrement l'équipe pour les ressources qui étaient présentées pour les professionnels en communication. Bien. Si on remonte en haut de la page, Mme la greffière adjointe, les initiales CA ici. Comité aviseur. Parfait.
Et si on va à la deuxième page et on descend, donc on a des écritures dans les deux colonnes, là, force et faiblesse. On a des écritures à l'ordinateur, puis des écritures manuscrites. Peut-être nous indiquer donc de qui provient, qui a inscrit à l'ordinateur dans les deux colonnes ici. Ce qu'on voit écrit à l'ordinateur, c'est les résultats du comité aviseur. OK? Donc, c'est la grille. C'est pour ça qu'il est écrit CA dessus. C'était la grille qui provenait du comité aviseur qui a été transmise à M. Bédard. OK? Puis M. Bédard, sa façon de travailler, dans ce cas-là, au lieu de remplir une fiche vierge qu'on y avait préparée à part, OK? Il a annoté directement dans le document du comité aviseur pour remettre ça à la secrétaire de comité à la fin. OK? Donc, on voit qu'il a fait le tour, qu'est-ce qu'il accepte, des commentaires Qu'est-ce par qu'il rapport à ça. accepte, donc qu'est-ce qu'il accepte du comité aviseur? Du comité aviseur, oui. Parfait. Qu'est-ce qu'il appuie? D'accord. Mais on voit quand même qu'il y a un détail assez complet là, de la réflexion du comité aviseur. Oui, puis il fait même des références, des pages 1707 de l'appel d'offres de loi, ça, je pense. Oui. Et si on va à la page 13, s'il vous plaît, Madame la greffière adjointe. Donc, on voit ici un tableau qui s'intitule « Notes octroyées » et on a deux sous-colonnes, « Notes préliminaires » et « Notes finales ». Pouvez-vous me dire là, les notes ici ont été données par qui? Les notes écrites à l'ordinateur, ça vient du comité aviseur. M. Bédard semble avoir approuvé le 60 pour le conseiller principal. Comme quoi, il se ralliait, il donnait cette note-là lui aussi. Mais je ne peux pas interpréter, je fais juste interpréter dans ce cas-ci, parce que je n'étais pas présent lors de ce travail et des débats du comité de sélection. OK. Mais qui fait les notes préliminaires et qui donne les notes finales? Préliminaire, le comité aviseur. Note finale? Le comité de sélection. Donc, c'est le même formulaire. On leur faisait... arrêtez, on ne créait pas des outils en double. Hein? Donc, on leur remettait le tout comme ça. Est-ce que je comprends bien, M. Vincent, que les comités aviseurs qui sont spécialisés sur leurs morceaux, leurs blocs, vont transmettre non seulement des commentaires, comme on vient de voir, mais également ils vont prénoter la soumission? Ils vont noter la soumission. D'accord. Mais leur note n'est qu'un indice pour le comité de sélection et non une décision. Voilà. Le comité de sélection peut accepter ou mettre une autre note. Et même s'ils veulent ne pas s'occuper de ce que le comité aviseur a dit, s'ils voulaient, Ils sont souverains. Ils sont totalement souverains. C'est parfait. Oui, Thériault on va- Marois, on va faire une brève suspension parce que dans 1 minute, mon ordonnance prend fin. Donc, ça peut Dépêchons-nous. totalement parler. Donc, Monsieur le commissaire, on a eu des discussions avec les 3 procureurs des médias Oui. ainsi que la société. Donc, on a une entente de principe à la fin d'une ordonnance interlocutoire, si je peux utiliser Oui. l'expression, qui serait bonne jusqu'à entente ou décision finale, là, si débat il doit y avoir. Donc, je vous demanderais de prolonger votre ordonnance jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures. Je reviendrai avec un projet d'ordonnance de 5 heures consentement. Oui. Parfait. Mais il y a entente de principe, je peux vous confirmer. Ben quand même, on va se laisser parce que je veux vraiment finaliser le témoin. Donc, si on peut même aller jusqu'à 5h30. Donc, je vais, par conscience, je vais la prolonger jusqu'à 17h30. Si on la règle avant, tant mieux. Ça va? Parfait. Merci. Bon, puis justement, peut-être une dernière question. Là, lorsque le comité de sélection reçoit le matériel des comités aviseurs, quelle est, puis vous en avez discuté brièvement tout à l'heure, là, quelle est sa marge de manœuvre pour discuter, rencontrer, relancer les membres du comité aviseur? Ce qu'ils veulent. Et il me semble qu'ils ont même demandé
de pouvoir parler à une personne spécifique, pas dire leur porte-parole. Je veux parler à une telle personne. C'était possible. Évidemment, on s'assurait de maintenir leur anonymat, confidentialité. Donc, c'était pas en visio ou en meeting face à face, mais ils ont eu à poser des questions, puis la secrétaire du comité nous passait les commandes, puis on ajustait la logistique pour. Donc, que ce soit un cadre, que ce soit un employé, que ce soit un spécialiste, peu importe. N'importe quoi. Je vais Un externe, ça avait été requis d'aller chercher une expertise externe pour X, Y raison ou un avocat pour clarifier certains points. Ça aurait été fait. OK, très bien. Je vais vous exhiber maintenant un document qui s'intitule « Résumé des principaux faits par comité aviseur ». Pour l'étape D. Vous en avez une copie papier. Oui. Sous 31 puis 121. Merci. Est-ce que c'est un document d'abord que vous avez déjà vu ça, M. Vincent? Bien, je n'ai pas la certitude que celui-là, je l'ai déjà vu, mais ces commentaires-là viennent fort probablement des secrétaires de comité. Puis on avait, nous, on montait des mémos, notes ou autres. On ne faisait pas ça très formel pour s'assurer que la secrétaire de comité puisse transmettre, secrétaire du comité de sélection, puisse transmettre au besoin les avertissements au comité de sélection sur ce qui s'était passé. Puis en même temps, bien, parfois même remonter à la directrice ou au RARC, qui était M. Frenette, pour intervenir ou voir qu'est-ce qu'on faisait avec certaines situations. Peut-être qu'on va préciser d'abord certaines choses, là. Oui. Quand on fait mention ici du résumé des principaux faits par comité aviseur, on mentionne ensuite l'étape D. Rappelez-nous, l'étape D, c'est quoi? L'étape D, c'est le premier tour d'évaluation de la qualité des soumissions. Et on se rappelle à ce moment-là, vous nous avez dit, il y a encore 3 alliances qui Il y a sont en jeu. 3 alliances. Oracle et CGI, donc, sont encore là. Tout à fait. On a une mention ensuite, ici, c'est commercial, 2 points. On fait référence à quoi ici par commercial? On fait référence au comité aviseur qu'on appelait commercial, qui parlait entre autres de la gestion des lots, la force de l'alliance, etc. Bien. Donc, je vais peut-être, on va gagner du temps, là, on l'a regardé auparavant, ce comité aviseur, donc constitué de Mme Chagnon, Mme Lépinay, M. Charland, M. Beauregard, Mme Savoie, Mme Couture et M. Guimont. Oui. C'est ce que vous avez également Oui. devant vous. Bien. Je vais vous amener à une première mention ici. Est-ce que vous pourriez non, la page précédente. Donc, vous avez la puce qui commence par 5 membres. Est-ce que vous pourriez nous en faire la lecture de cette observation? 5 membres étaient prévus pour l'évaluation du critère 3. Toutefois, l'un des membres s'est retiré lors de l'évaluation du critère 3. À la suite d'un manque d'écoute de certains membres, il ne voyait pas la plus-value d'assister à l'évaluation du critère. Il devait justifier chacune de ses interventions afin qu'elles soient prises en compte. Il n'était pas tout à fait confortable avec le consensus des autres membres. Il y avait une perception de favoritisme à l'égard d'une alliance. Dû à son manque d'expertise dans le domaine, il n'était pas préparé suffisamment pour le critère 3. Cet événement-là, Monsieur Vincent, ça vous a été rapporté, vous, comme coordonnateur des secrétaires? Oui. Ça vous dit quelque chose, là? Oui. Le membre qui s'est retiré, de qui il s'agit? Denis Charland. Lorsqu'il fait référence à un manque d'écoute de certains membres.
à l'effet que ses interventions, là, il devait justifier chacune de ses interventions, etc. Est-ce que vous savez, c'était à l'égard de quel autre membre du comité aviseur que c'était qu'il faisait face là, à ces difficultés? Je me souviens pas de tous les détails de l'époque parce que j'ai dû parler à M. Charland par rapport à ça. Vous lui avez parlé directement par rapport à cet événement-là? Évidemment, c'était un événement notable dans ces comités-là. Ça a dû être remonté jusqu'au RAC aussi, en passant, quand c'est arrivé. Lui-même l'a rencontré, M. Charland. Il nous parlait notamment de Madeleine Chagnon, qui... finalement, il était comme pas pris au sérieux. Là, quand il essayait d'expliquer des choses, il avait l'impression, finalement, de se battre contre tout le monde pour rien. Mais il faisait référence plus spécifiquement, en tout cas, il a fait référence Oui. spécifiquement à Mme Chagnon. C'était pas un problème avec Francine Lépiné, qui était sa directrice, là, à tous les jours. Et quand on fait référence ici à une perception de favoritisme à l'égard d'une alliance, on fait référence à quelle alliance? J'ai pas la certitude de quelle alliance précise, mais ça semblait vraiment tourner vers à ce moment-là, il y a 3 alliances encore, Oui. je tiens à le préciser. Donc, c'était pas dans la faveur de CJ Oracle. Donc, il semblait... là-dessus, il était... j'ai moins de mémoire, mais il semblait plus ciblé vers le côté SAP. Donc, les 2 alliances pour lesquelles SAP était membre. Tout à fait. Et vous, personnellement, quant à une perception de favoritisme à l'égard de SAP, est-ce que vous avez constaté certaines choses au cours du processus? Oui. Ça a même été parfois un malaise qui a été soulevé, qui a été, je dirais pas documenté dans le détail, mais je veux dire qui a été soulevé puis qu'on surveillait. Les membres de comité, les secrétaires de comité devaient avoir un œil pour ça. C'est pour ça que le commentaire est ressorti. OK? Donc, on avait une perception que certains de ceux qui avaient préparé l'appel d'offres avaient un favoritisme vraiment pour aller vers une solution SAP. Est-ce que vous pouvez nommer ces personnes qui avaient, en apparence, là, un parti pris en faveur de SAP? Moi, ma perception était que Louis Savoie, Madeleine Chagnon, Manon Couture semblaient aussi vraiment porter vers ce côté-là. Donc, des gens qui sont dans l'équipe de Karl Malenfant. Oui. Alors, allons à la puce suivante. Un second membre? Oui, exactement. Ça a accroché mon attention. Ça a Puis à attiré ce mon moment-là, attention. vous l'avez dit tantôt, Orac est encore dans la course. Oracle était toujours présent. Est-ce que vous pourriez nous lire la puce suivante? Un second membre nous a également confié à la suite du comité aviseur qu'il devait constamment se justifier et qu'il y avait apparence de favoritisme de certains membres, écart de note de 0 à 100 %. De plus, l'évaluation tenait parfois en considération les autres sections de la soumission. J'ai de la difficulté à comprendre, M. Vincent, là, un écart de note 0 % à 100 %. Oui. Quelle est la question? Ben, est-ce que je comprends bien qu'on se Vous la retrouve... misère, vous aussi? C'est peut-être ça la question. Bien, un membre a mis 0, puis L'autre a mis d'autres 100%. ont mis 100. À un moment donné, ils ont tous lu le même document, théoriquement. Puis les critères étaient établis. Oui, on peut avoir une certaine évaluation autour, mais d'arriver de 0 à 100, moi, je suis pas capable de me l'expliquer. Donc, mais j'ai pas participé au débat par rapport à ça. Peut-être que ça représente le fait que un pensait que finalement, toute cette volée-là, ça valait même pas la peine de peut-être mettre l'effort dessus, 0. Il me considérait déjà comme non qualifié. Le soumissionnaire comme étant non qualifié, c'est-à-dire qu'il ne se qualifierait pas, il lui a mis C'est 0. ça. Bien, il a regardé les critères. Pour arriver à 0, il ne faut pas avoir pris chaque critère un après l'autre puis dire non, 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 non.
À un moment donné, je trouve ça un peu... Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Là. Même moi, j'aurais peut-être eu 5-6 là, quelque chose. Là. C'est Zéro. ça. Donc, puis s'il y en a qui ont mis ça à côté, donc c'est là qu'il faut se poser des questions. Puis justement, puis, cette feuille-là, elle sert à quoi? Là? C'est pourquoi, vous l'avez expliqué un peu brièvement. C'est ça, mais... c'était pour informer. C'était bien beau de transmettre les grilles au comité de sélection, puis avec les commentaires des comités aviseurs, on savait que ça pouvait les influencer, mais on voulait leur donner toutes les informations pour qu'ils puissent prendre ça au besoin avec un grain de sel, tu sais, de pouvoir faire la part des choses, puis eux, je ne sais pas les décisions qu'ils ont prises, mais ils peuvent très bien avoir dit, c'est beau, on ne veut même pas les grilles de ce comité aviseur-là, on va se sentir trop teinté, ou est-ce qu'on peut avoir... Il aurait pu demander, on peut-tu avoir les résultats si on enlève les notes de quelqu'un? Je ne sais pas. Il y avait le pouvoir absolu d'avoir l'info qu'il voulait. Puis là, justement, on est toujours à la même page. Là, je vais le lire pour vous. On mentionne un peu plus bas, 2 membres étaient inconfortables avec les notes, elles semblaient très basses. À l'avant-dernière puce, on mentionne les notes individuelles varient beaucoup, jusqu'à 60 dans le cas de CGI. Oui. 60 d'écart entre la note donnée par le membre A par rapport au membre B. Et là, CGI, monsieur le commissaire l'a mentionné tout à l'heure, là, mais CGI, donc c'est l'alliance CGI-Oracle CGI Oracle. qui fait face aux 2 alliances SAP. Oui. Ben, j'aimerais dire que les 3 alliances se faisaient face, là. On s'entend. Si on va à la page 2, on voit ici intégration en caractère gras. Oui. Qu'est-ce que c'est intégration? C'était le comité aviseur qui s'appelait Intégration, Soutien, et je me souviens plus du nom final, mais qui était l'équipe qui devait faire une synthèse des points forts, des points faibles qui ressortaient pour aider à avoir une vision globale de toute cette évaluation-là, des comités aviseurs. Pouvez-vous me nommer certaines personnes qui sont membres du comité d'intégration? Je vais prendre la présentation pour être sûr. Donc, Manon Couture, qui est la porte-parole, Claudia Genois, Jean-François Larouche, Louise Savoie, Éric Beauregard, Madeleine Chagnon, Caroline Foldaise, Busque, Yvon Théberge. Est-ce que, avant d'aller dans le texte, est-ce que le rôle du comité d'intégration a varié dans le temps? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a toujours eu la même idée du rôle et de la portée du comité d'intégration? Non. Quand je suis arrivé, déjà, il y avait des discussions sur le rôle du... Moi, je suis arrivé 6 mois avant le dépôt des soumissions. Ça faisait plus longtemps que ça qu'ils travaillaient. Déjà, à ce moment-là, il y avait des pourparlers là-dedans. À ce moment-là, on parlait même que le comité d'intégration allait noter comme une note finale, un peu comme le comité de sélection fait, de mettre des recommandations, etc. À force d'en parler entre la gestion contractuelle puis l'équipe qui préparait cet appel d'offres-là depuis longtemps, on est arrivé à un consensus sur le fait de, c'est beau, on va leur permettre de faire une vision globale des forces-faiblesses, mais on ne leur transmet pas les notes données. Quand je dis les notes, la pondération donnée par les comités aviseurs, puis eux ne feront pas une pondération. OK? On avait mis ça clair juste avant le début de tout ça. Donc, vous avez cherché finalement à réduire un peu le pouvoir et la marge de manœuvre que le comité d'intégration allait avoir. Le pouvoir d'influence. Justement, si on va voir la deuxième puce, on dit la deuxième journée, la secrétaire de comité a dû intervenir, là, je suppose qu'il manque un mot, Oui. pour leur faire un rappel sur le droit de parole, sur le fait qu'aucune note ne pouvait être donnée et qu'ils étaient présents pour faire un rapport synthèse des forces et faiblesses. Oui. Dans ce cas-là, j'imagine, vous voulez faire attirer l'attention sur aucune note. Oui, bien c'est ça, c'est ce que vous, OK. c'est ce que vous venez de Ben, mentionner finalement. Bien, ces personnes-là ont participé à des comités aviseurs. OK? Chacun de leur côté. Donc, rendu là, bien, s'ils font le tour de toute la gang, ils se retrouvent à avoir beaucoup de notes. Donc, à un moment donné, il a été dit, tu ne peux pas dire qu'un tel a eu 80 dans telle phase.
C'est pas ça le but du comité, puis c'est supposé être confidentiel, puis rester dans ton comité aviseur, chaque note. Justement, le peu suivante, un membre insistait pour mettre un rang et des notes aux alliances dans la colonne comparative. Et le comité A dû prendre. a dû prendre une pause afin de reprendre dans une meilleure ambiance. Alors, vous faites comprendre que pas tout le monde était à l'aise avec cette proposition-là d'un membre, qui était de finalement venir influencer encore plus ce qui va être transmis au comité de sélection. Ensuite, on dit il est difficile d'obtenir le positionnement de tous les membres. Je suis à l'avant-dernière puce. Il était difficile d'obtenir le positionnement de tous les membres. Un noyau fort de 3 membres discutait souvent seul. Et la secrétaire a même dû déplacer certains membres afin que tous les membres entendent leurs commentaires. 2 membres semblaient moins à l'aise la deuxième journée et n'ont presque pas partagé leurs commentaires. Est-ce que vous savez qui avait le haut du pavé dans ces discussions? Parce qu'il semble y avoir un noyau fort qui prend davantage de place dans le comité d'intégration. Est-ce que c'est à votre connaissance là, de qui il s'agit? Bien, tu sais, il ne faut pas s'en cacher. Dans le groupe d'intégration, on avait plusieurs personnes qui étaient l'équipe proche de Karl Malenfant, donc qui étaient enlignés ensemble, je vais dire ça de même. Donc, c'est sûr que si ce noyau-là de, je pense, 5 personnes à peu près sur 8 à vue de nez, étaient alignés ensemble puis menaient les débats, bien, les autres se sentent un peu mis à part. Puis à un moment donné, à force de devoir finalement te battre pour chacune de tes idées, bien, la deuxième journée, ils ont peut-être avaient moins d'énergie pour ça. Donc, est-ce que je réponds à votre question? Très bien, merci. On va passer maintenant, si vous voulez bien, Madame la greffière adjointe, un deuxième document qui m'apparaît être fort similaire, qui s'intitule « Résumé des principaux faits comité aviseur », mais cette fois pour l'étape E. Sous 31, p. 122. Merci. Bien, donc en gras, monsieur... OK, on va par contre, donc l'étape E, rappelez-nous de quelle étape il s'agit? On est encore dans les soumissions initiales, mais on est dans la deuxième partie où est-ce qu'entre autres, on abordait le détail des ressources humaines présentées, les entrevues, puis les démonstrations. D'accord, donc une étape un peu plus consistante, là, si on peut dire. Tout à fait. Et toujours donc, je pense que c'est important de le mentionner, l'Alliance Oracle et CGI, est-ce qu'elle est présente lors de cette étape? Les 3 alliances sont encore présentes à ce moment-là. Très bien. SP2 maintenant. On fait référence à quoi ici à SP2? Service professionnel, puis le volet 2. Excusez, je vais retourner vérifier. Pas de problème. Donc, je pense que vous allez vous diriger là, à la présentation des comités aviseurs pour sa Oui. composition. C'était pour l'intégration fonctionnelle, donc toute la partie vraiment besoin d'affaires. Et qui était présent dans ce comité aviseur? Danny Shields était là, Louise Savoie, Caroline Foldaise, puis les leaders, parce que dans SP2, il y avait plusieurs leaders, plusieurs personnes présentées selon les volets de l'appel d'offres, donc permis, immatriculation, etc. Donc, les leaders fonctionnels venaient se joindre à eux pour ces parties-là. Si on voit là, tout au bas de la page, il est encore question ici d'écart des notes. Pouvez-vous nous lire ce qui est inscrit? Pour le critère 1 de l'Alliance CGI Oracle, les notes personnelles des membres étaient entre 25 et 70 %. La note finale pour ce critère est de 30. Il s'agit de l'écart de notes le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière phrase? L'écart entre les notes qu'avaient données les membres du comité était entre 25 et 70. Puis, que c'est un très grand écart quand même. OK, pour ça. Puis le reste voulait probablement dire qu'avec 30, c'est là qu'il y a le plus grand écart entre lui et les autres alliances. Les autres alliances. Oui. Parfait.
Peut-être on va faire du pouce un peu encore sur les écarts de notes. Est-ce qu'on peut aller, s'il vous plaît, à la page 6? Oups. Ah, pardon, c'est la page 4. Pardon. Donc, je vous montre ici la page 4. On est dans le comité aviseur SP4, Oui. sous la rubrique écart de notes. Encore une fois, donc, pour les critères 1, 2 et 4 de CGI, qui est l'alliance CGI-Oracle, un des membres avait toujours des écarts importants, 40 à 55 % avec les autres. Et il a fait diminuer considérablement la note par consensus des deux autres membres pour les 3 critères. On va aller voir également la page suivante, la page 5. On est dans le SP6. Écart de notes. Pour les critères 1 et 4 de CGI, donc toujours la même alliance, on dénote des écarts importants, 40 et 52 % entre les membres. De plus, la situation s'est produite également avec le critère 2 de l'équipe de loi de 40 %. Est-ce que je m'abuse, Monsieur Vincent? Mais il me semble que les écarts de notes semblent, les écarts de notes qui sont remarqués, donc, semblent viser plus particulièrement l'alliance CGI-Oracle, D'après ce qu'on lit là, tout à fait. qui est l'alliance qui ne comporte pas SAP. Qui est l'alliance qui ne comporte pas SAP. Je vais revenir à la page 2, s'il vous plaît. On va aller sous la rubrique « Expérience extérieure ». Pourriez-vous nous lire cette section, s'il vous plaît? 2 membres d'évaluation ont beaucoup fait allusion à leur connaissance et leur expérience des projets en BI, intelligence d'affaires, dont les alliances faisaient mention, telles qu'Hydro-Québec et Desjardins. La secrétaire de comité a fait plusieurs rappels concernant l'importance d'évaluer ce qui est proposé par les alliances, le papier, et un rappel concernant l'obligation de considérer ce qui est soumis comme étant vrai, bonne foi des soumissionnaires. Hydro-Québec, ici, ça vous dit quelque chose, vous? Oui. Peut-être on va aller voir un autre exemple à la page suivante. Un peu plus bas. Expérience extérieure. Donc, cette fois-ci, on est dans un autre comité aviseur, encore une fois. Hydro-Québec qui revient. Oui. Le secrétaire de comité a dû ramener un membre à l'ordre 1 ou 2 fois pour lui rappeler de ne pas tenir compte de son expérience à Hydro-Québec avec certaines ressources proposées, mais plutôt se fier uniquement sur ce qui était écrit dans la soumission et les CV. Vous, Hydro-Québec, ça vous dit quelque chose? Tous les Québécois, oui. Mais pourquoi on fait référence à Hydro-Québec ici, là, dans le cadre d'un PGI? Plusieurs des consultants externes qui ont été engagés pour aider à préparer cet appel d'offres-là avaient fait des projets là-bas avec Carl Malenfant. Et quel éditeur? SAP. Vous, d'ailleurs, est-ce que personnellement, vous avez fait des démarches relativement à SAP Hydro-Québec? Face à l'implantation d'un logiciel à Hydro-Québec, je veux préciser que je ne m'intéressais pas vraiment à SAP à ce moment-là, Oui. mais j'ai été... j'ai rencontré certaines firmes, organismes ou autres qui avaient implanté des logiciels. Oui. Plusieurs SAP, je ne m'en cacherai pas. Hydro-Québec en était une que j'ai rencontrée. OK? Puis quand on est allé là-bas, il a été mis clair. Là, vous êtes allé directement chez Hydro-Québec? J'ai rencontré des personnes d'Hydro-Québec Quand là-bas. Avant l'implantation de la L1, donc je dirais 2018. Après l'appel d'offres. Après l'adjudication. Pour que ça soit clair. Tout à fait. Donc, moi, dans ça, j'avais un nouveau rôle qui était d'aider la gestion de changement puis l'implantation. D'accord. Puis qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Bien, quelqu'un est venu pour avertir les personnes de Hydro-Québec qui étaient présentes de c'est correct, on échange sur qu'est-ce que c'est la réalité d'implanter ça puis qu'est-ce qu'on a vécu, mais on ne parle pas des ressources qui ont travaillé là-dessus,
qui sont rendus à la SAC. Je comprends qu'il n'y a pas été question de Carl Malenfant lors de votre rencontre suite à cette intervention-là. Non, il n'y a pas été question de Carl Malenfant à cette rencontre-là. Toujours dans le même document, si on va à la page 6, donc, on est maintenant dans le comité aviseur SP7. Oui. Pourriez-vous nous dire là, les membres permanents du comité aviseur? Manon Couture, Madeleine Chagnon, Éric Beauregard, Michel Lapointe, Sylvain Cloutier, Jean-François Doré. Les personnes qui se rajoutaient après étaient vraiment spécifiques sur les aspects de choix de ressources, donc pour les entrevues et autres. On a parlé de M. Carl Malenfant tout à l'heure, qui était membre d'un comité aviseur. Oui. Est-ce qu'il s'agit de celui-ci? Oui. Bien, c'en est un. Tu sais, SP7 incluait plusieurs, mais il y a des commentaires là que je vois que c'est par rapport à ce qu'eux étaient. D'accord. Alors, je ne sais pas où vous voulez m'emmener. Bon, on va commencer par, avant d'aller voir justement là, la section coach du directeur de programme, on va peut-être en profiter pendant qu'on est sur cette page à la toute fin du critère 1. Je pense que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. On mentionne 2 des membres exerçaient une influence tout au long de la journée. Concernant l'Alliance CGI, on dénote un écart de 45 % entre les membres. Donc, c'est une autre mention dans la même veine que l'on a regardé tout à l'heure. Oui. Si on va voir maintenant au bas de la page, on a une section qui commence, bon, on regarde le critère 3, puis ensuite on a une mention, un sous-titre en italique qui est coach du directeur de programme. Oui. De quoi il s'agit ici? C'était pour recruter la personne qui allait être le vis-à-vis de Carl Malenfant du côté de l'Alliance. Donc, c'était, je dirais, le plus haut gradé qui allait avoir de l'Alliance sur le plancher. Qu'en est-il là, de l'implication, le cas échéant, de Carl Malenfant sur cette section, donc coach du directeur de programme? Dans ce cas-là, il était directement impliqué pour l'évaluation de cette personne-là, puis l'entrevue. Donc, on mentionne au départ, là, au début du comité, les membres ont discuté pour clarifier la définition de ce qu'était transformation majeure, coaching et projet majeur. Puis ensuite, on mentionne, dans la définition de coaching, Carl a dit « Je veux un Carl Malenfant. Je veux une personne, 3 petits points. » Là, on a une mention ensuite à 13 minutes sur le crayon. Puis, c'est certain que ça oriente le comité. Oui. Pourriez-vous nous faire le ménage un peu dans cette phrase-là, de nous expliquer quelles sont les différentes mentions? Bon, OK. Carl, c'est Carl Malenfant, a dit qu'il voulait quelqu'un comme lui par rapport à ça. Je veux une personne, 3 petits points, probablement qui est en train de dire les compétences, les qualités de cette personne-là. OK? Donc, il se donnait un peu comme modèle de la personne qu'il voudrait avoir. C'est certain que ça oriente le comité, je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais le 13 minutes sur le... C'est qui écrit? C'est la pensée de qui, ça? C'est certain que ça oriente le comité? Dans ce cas-là, selon moi, c'est les secrétaires de comité qui font la synthèse après. Là. Mais Que vous coordonnez. Là, D'accord. le document n'est pas signé. Si on va par la suite à la page suivante. Vous pourriez continuer à lire, s'il vous plaît, les 2 premiers paragraphes. Malgré le fait que la consigne avait été donnée au sujet de la hiérarchie, Carl Malenfant avait un certain contrôle. Il est quand même un excellent orateur. L'évaluation semble avoir été bien faite, mais le fait que ce soit le coach à Carl, on a eu certains commentaires dans le comité tels que « c'est ça que Carl aime, c'est toi qui vas travailler avec, est-ce que c'est ça que tu veux? » Et donc là, on se rappelle, on est en train de choisir, de faire des entrevues, de sélectionner le vis-à-vis de Carl Malenfant dans l'Alliance. Bien,
Ça, ces discussions-là, je suis sûr que ça n'a pas été fait pendant les entrevues, mais plus dans l'évaluation des CV puis la préparation de l'entrevue. D'accord. Pour retenir finalement la personne qui va être la plus haute gradée dans l'Alliance sur le plancher, là. Tout à fait. On peut continuer plus bas dans la page. Donc, sur le critère 4, toujours dans la même veine, concernant l'Alliance CGI, on dénote un écart de 55 % entre les membres. Et si on va à la dernière page, donc, intégration ici, on fait référence à quoi? Le même comité qu'on a parlé tantôt de 8 personnes qui font une vision globale de la soumission. Puis si vous lisez le dernier paragraphe, s'il vous plaît. En général, 2 membres prennent beaucoup de place, contrairement à d'autres qui exercent le droit de parole à la toute fin de la discussion. Certains membres ne défendent pas beaucoup leurs points, même s'ils sont écoutés. Les commentaires ne sont pas souvent retenus. Si je vous pose la même question que tout à l'heure, on fait référence à qui ici, les 2 membres qui prennent beaucoup de place sur le comité d'intégration? Je n'étais pas présent, mais d'après ce que les secrétaires m'ont déjà raconté et autres, je ne peux pas spécifier ce moment-là, mais je pense que c'est les 2 membres principaux qui étaient Manon, qui était la porte-parole, puis Madeleine Chagnon. Très bien. Et on comprend la distinction que vous faites, c'est qu'à ce stade-ci, vous rapportez ce que vos secrétaires vous ont mentionné. Oui. Vous n'étiez évidemment pas présent dans chacun des comités aviseurs. Effectivement. Mais j'entendais parler de beaucoup de choses qui se passaient dans les comités aviseurs. Nous allons introduire rapidement le comité de sélection. Il est 17 h. Je ne sais pas s'il y avait le projet d'ordonnance là, qui devait... L'ordonnance vaut jusqu'à 17h30. Bon. Alors, rapidement, on va discuter du comité de sélection. Avec votre permission, Oui, prenez votre temps, parce que c'est ça, je ne contre-interroge pas aujourd'hui. J'ai trop de questions. Vous allez contre-interroger quand? Ça va être à la reprise des travaux lundi. On n'a pas le choix. Est-ce que j'ai... Monsieur, est-ce qu'il vient de vous de Québec? On va suspendre votre interrogatoire, votre interrogatoire lorsqu'on sera à Québec. Je ne ferai pas revenir un témoin lundi à Montréal, ça c'est évident. C'est pas en conséquence. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous nommer rapidement les membres du comité de sélection, Monsieur Vincent? Est-ce qu'il vous en reste beaucoup? 5 minutes. Mais je vous presse pas, là, mais, Non, mais ouais. si vous me disiez qu'il vous en restait pour une demi-heure, 1 heure, on aurait toujours mis, là, mais... Bon, là, c'est sûr que si on suspend, peut-être que c'est mieux que je suspende, puis... Vous avez votre horaire pour les journées que vous allez faire à Québec? Oui, là, c'est pas un problème. Ça, pas un problème. Parfait, on suspend. Parfait. Je vais rendre une ordonnance qui s'adresse à vous. Alors, compte tenu que vous êtes dans un beau milieu d'interrogatoire et qu'il y aura un contre-interrogatoire d'annoncer, alors vous avez une interdiction formelle de discuter de votre témoignage avec qui que ce soit. Ça va? Oui. Merci. Je vous souhaite un bon retour. Merci. On trouvera le moyen de vous squeezer, excusez-moi l'anglicisme à Québec, là, Matériau Marois. On va se rendre disponible. Parfait, c'est plus simple. Merci, M. le Président. Je vous suggère qu'on suspende le temps de Ouais, faire les validations. j'ai pas qu'un chef qui est là. On est là. Peut-être régler ça tout de suite. Peut-être Gagnon Super. est là également. Merci.